Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette biopsie liquide? L'idée, c'est de pouvoir prendre un échantillon de sang et puis, là-dedans, de doser tout un tas de choses qui pourraient éventuellement servir. Alors, certes, le propos, là, c'est le dépistage, mais en fait, les applications sont beaucoup plus importantes, et c'est effectivement d'aller faire du diagnostic, de caractériser une maladie, ou surtout, éventuellement, de dépister quelque chose avant d'un cancer qui a déjà été traité, et de savoir s'il y a un risque de récidive de cette maladie. Et donc, tout ce qui a été, effectivement, là, médiatisé de façon importante, de lancer tout un grand programme pour faire, justement, de l'analyse de biopsie liquide, ça s'approche surtout de ça. Là, ce dont je vais vous parler, c'est effectivement plus de l'enjeu du dépistage. Et là, ça reste encore, je pourrais faire très court finalement, et je reste dans les temps, c'est que ce n'est pas encore gagné. Merci beaucoup, professeur Carga. Voilà, on l'applaudit très fort. Voilà. Comme ça, au moins, on va rester dans les temps. Mais justement, c'est ça mon propos. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de doser justement dans le sang. On va chercher des tas de protéines. Alors, un exemple qu'on connaît dans le dépistage, c'est justement le dépistage du cancer de la prostate avec le fameux PSA qu'on va doser. Et donc, en reprenant, alors moi je m'occupe plus de cancer du sein, mais reprenant un petit peu à nouveau les recommandations de l'INCa sur le dépistage du cancer du sein avec le dosage du PSA, là aussi, c'est pas encore gagné, puisqu'il y a toute une discussion. On peut effectivement dépister le cancer de la prostate, mais finalement, est-ce qu'il y a un bénéfice réel pour ces hommes chez qui on l'a dépisté, alors que ça pourrait être éventuellement une maladie relativement indolente et qui n'aura pas forcément une conséquence directe sur leur vie. Et à l'inverse, on va peut-être faire beaucoup plus de chirurgie, de radiothérapie, avec tout un tas de conséquences. Donc ça, c'est aussi une des questions qui n'est pas résolue dans ce problème de dépistage. Alors, sur cette biopsie liquide, il y a une des choses qu'on va essayer de chercher, justement, c'est ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant. Alors, c'est quoi? C'est le fait que quand vous avez des cellules qui vivent et meurent, au moment où elles meurent, tout ce qui était dans la cellule, il y a un moment, ça va se retrouver libre comme ça dans le sang, tous les fragments de la cellule. Et dans les fragments de la cellule, il y a des fragments de leur ADN qui étaient dans le noyau, et donc cet ADN des cellules va se retrouver à un moment libre dans le sang, et donc plus exactement dans le plasma qu'on peut récupérer. Et donc ça, à chaque fois qu'une cellule meurt, on peut retrouver des morceaux de son ADN. Alors, il y a quelque chose qui est déjà connu depuis longtemps, c'est qu'en faisant une prise de sang chez la mère, on peut récupérer justement des informations sur l'ADN du fœtus. Et ça, c'est ce qui sert pour le diagnostic anténatal. C'est-à-dire que avant, la pratique, c'était surtout d'aller faire ce qu'on appelle une biopsie trophoblast, c'est-à-dire une amyosynthèse, donc d'aller faire un prélèvement qui, avec des dangers, sur risque de fausse couche, etc. Et donc, d'essayer de simplifier les choses avec une prise de sang, puisque effectivement, l'ADN du fœtus, même si c'est des cellules qui sont en construction, on a quand même déjà qui se renouvellent, et donc il y a un certain nombre de quantités d'ADN du fœtus qui va se retrouver dans le sang de la mère, qu'on va pouvoir prélever avec une prise de sang chez la mère, et faire des analyses pour voir justement s'il y a des trisomies, des anomalies génétiques, éventuellement dans ce diagnostic anténatal. Alors, je ne vais pas dire que le cancer, c'est comme un fœtus, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui va se développer dans le corps et qui va être étranger et qui va avoir éventuellement dans son ADN des marqueurs montrant que c'est du cancer et pas une cellule normale. Et c'est ça le principe d'aller rechercher cet ADN tumoral circulant, c'est-à-dire de voir quelque chose qui n'est pas normalement dans l'ADN des cellules normales constitutives du corps et qu'on va essayer de rechercher justement dans une prise de sang et de voir si on peut faire un diagnostic et éventuellement de voir si ça peut servir à quelque chose de précoce. Et ce que vous avez là en bas, c'est la probabilité de trouver quelque chose. Et donc plus le cancer est avancé, plus on a de chance, entre guillemets, de trouver quelque chose, de trouver cet ADN. Par contre, quand on est à un stade très précoce, c'est là toute la difficulté, c'est que finalement, la quantité de cet ADN circulant qui vient du cancer va être en très faible quantité, et c'est là où le challenge technologique est particulièrement compliqué, et donc encore plus dans le dépistage pour être à un stade très précoce de détection. Et puis dans le sang, on va trouver tout un tas d'autres choses. Il y a cet ADN dont je vous ai parlé, mais il y a aussi justement, et ça on parlera pour faire dans l'actualité, justement le prix Nobel de médecine qui a été attribué juste cette année sur non pas la découverte de l'ADN, mais ce qu'on appelle les micro-ARN, c'est ce qui a été attribué à 2 Américains là juste très récemment, sur des choses qu'on va trouver justement dans tout un tas de vésicules, par exemple, qui sont dans le sang, qui sont ces micro-ARN. Alors, donc on va avoir cet ADN tumoral circulant qu'on va retrouver. Alors je vais passer
là-dessus parce que sur comment on va le caractériser. Mais en fait, le message, c'est que c'est forcément quelque chose de très compliqué parce que vous allez avoir très peu, une toute petite quantité de cet ADN tumoral circulant dans le sang. C'est effectivement, alors on prend toujours la recherche de l'aiguille dans la botte de foin, et c'est ça effectivement l'image qui correspond à ça, et c'est effectivement toute la technique pour aller trouver quelque chose d'extrêmement rare, très petit, où on va avoir quelques mutations très particulières pour essayer de détecter cet ADN tumoral circulant. Alors, bon, je vais passer sur un tas de technologies, mais c'est simplement ce petit schéma, c'est pour montrer que soit on a des techniques, alors vous savez, on fait plein de progrès sur ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN, mais quand on veut faire vraiment une analyse complète, il vous faut une grande quantité de cet ADN. Donc si on est dans le très petit, il vous faut des techniques très compliquées, beaucoup plus sophistiquées, tellement sophistiquées que finalement, un des problèmes auxquels on est confronté pour vraiment détecter, c'est que plus on vieillit, et donc j'en fais partie, là, voilà, donc plus on vieillit, plus on a dans le sang des mutations de l'ADN qui sont présentes. Hein, c'est vos cellules qui fabriquent vos cellules sanguines, hein, donc dans ce qu'on appelle la moelle osseuse, hein, au niveau donc, des cellules hématopoïétiques qui fabriquent vos... Et même si vous n'avez pas, heureusement, ni de cancer, ni de leucémie en préparation, on peut trouver déjà des mutations qui sont présentes, des mutations anormales qu'on trouve aussi dans les cancers. Et donc là, ça pose un problème parce que vous êtes dans le dépistage, vous cherchez à trouver une mutation en toute petite quantité, voilà, vous avez des outils, et qu'est-ce que vous avez? Vous savez, c'est un bruit de fond qui va aller croissant avec l'âge, et comme la population, on va chercher à dépister, ce n'est pas forcément la population la plus jeune, on va se retrouver avec ce bruit de fond de mutation, on va dire, non pas physiologique, mais qui arrive avec l'âge. Et ça, effectivement, c'est un souci qui peut se résoudre maintenant sur un plan technologique, mais ça suppose justement de regarder l'ADN dit normal de la personne et pouvoir faire ce qu'on appelle une espèce de soustraction pour le trouver. Donc, il y a plein de choses qu'on va essayer de trouver justement dans cet ADN. Alors, il y a plein de progrès technologiques, et ça va extrêmement vite, donc ça, effectivement, on peut mettre à la fois les techniques de séquençage et puis bien sûr les techniques d'analyse, ou bien pour faire dans l'air du temps toutes les analyses justement d'intelligence artificielle pour faire les analyses d'ADN. Il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est effectivement, en fait, pour aller chercher cet ADN, c'est la blague classique de la personne qui a perdu ses clés le soir et qui dit je les cherche là où il y a la lumière du réverbère parce que c'est au moins là je peux y voir quelque chose. Et le problème en fait c'est ça, c'est si je veux chercher de l'ADN du cancer dans le sang de quelqu'un, il faut que je sache ce que je cherche. Parce que si je ne sais pas quel type de cancer, quelles sont les caractéristiques de ce cancer, ça devient plus compliqué. Donc il faut trouver une méthode pour dire ce n'est pas la mutation précise, et Olivier Lantz parlait d'un cancer très précis, le sarcome d'Ewing ou le mélanome de l'UV, où là on les connaît, on sait ce qu'on cherche, mais là si on est dans le dépistage de masse sur le cancer du poumon, etc., où est-ce que je vais trouver, quelle mutation je vais aller rechercher? Je ne sais pas. Donc il faut que je trouve une solution pour éventuellement faire ce qu'on appelle de l'agnostic, éventuellement d'aller chercher ce côté agnostique. Alors j'aime bien cette petite image parce que ça fait un peu plus exotique. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, c'est très long, c'est que en fait, nos gènes sont régulés aussi par d'autres phénomènes, et donc en particulier, alors ça s'appelle la méthylation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de réguler les gènes différente de ce qu'on a appris, alors pour les boomers comme moi, en SVT, ou pour... enfin non, les SVT, c'est déjà plus récent, les sciences nat, on va dire. Et donc, pour aller chercher donc, ce type de choses, ça va être des zones de l'ADN qui vont être plus ou moins régulées et donc méthylées. Et alors, j'aime bien l'image parce qu'on avait appelé ça des îlots, des îles, et puis il y a le rivage de ces îles, et puis il y a la pleine mer. Donc il y a des zones où on va avoir plus ou moins de méthylation, et c'est ça qu'on va rechercher. Ça va donner une espèce de signature d'empreinte digitale du cancer. Ça ne va pas être le même profil, les mêmes zones qu'on va trouver comme étant méthylées au niveau de l'ADN d'un cancer du poumon, comme au niveau d'un cancer un hépatocarcinome ou un cancer du côlon. Mais ça reste encore assez compliqué sur le plan technique de trouver cela. Et une des choses qui a amené en fait finalement
à essayer de rechercher aussi, c'est cette histoire de montrer qu'on peut quand même avoir des dépistages. Je vous parlais de diagnostic anténatal. Et diagnostic anténatal, on va faire, des milliers de femmes ont eu comme ça des dépistages de ADN. Et petite histoire un peu tragique, madame, votre enfant n'a pas d'anomalie particulière génétique avec ce qu'on est capable de dépister, mais par contre, on a trouvé des anomalies génétiques bizarres dans votre ADN à vous circulant, et en fait, ça a permis de découvrir que cette femme était porteuse de cancer. Et donc, montrant qu'il y avait effectivement un aspect possible de dépistage avec ce type d'histoire. Alors bien sûr, en termes d'ambiance, c'est effectivement pas du tout la même chose de dire bon, on peut vous rassurer sur votre grossesse, mais là par contre vous avez en fait un lymphome particulièrement agressif et qu'il va falloir traiter alors que vous êtes en cours de grossesse, qui est quand même un autre challenge, mais donc, le dépistage, c'est possible. Nos collègues chinois, par exemple, peuvent le faire avec la recherche d'ADN de virus. On a parlé de l'ADN viral Epstein-Barr, donc pour le cancer du nasopharynx, qui était évoqué tout à l'heure sur cette glande. Donc ça peut effectivement se faire. Ça, c'est pour aller dans le propos de nos collègues anglais dans le cadre du dépistage. Eux, ils ont une vision aussi très pragmatique. Donc, ils mettent le scanner dans le camion. Et ils se disent, le camion, on va le mettre non pas dans les centres médicaux où les gens ne vont pas forcément aller se faire dépister, et on va faire aussi la prise de sang pour dépister les choses avec de l'ADN circulaire dans une même sein, mais on va mettre le camion sur les parkings de supermarchés le samedi où les gens, en sortant de la course, ils vont pouvoir éventuellement avoir cette consultation. Alors, on peut essayer de faire toute cette recherche et de montrer qu'effectivement, avec des techniques donc justement où on va à ce profil de méthylation, essayer de détecter des cancers, mais pour le moment, sur le nombre de cas de gens qui ont été dépistés, etc., finalement, on a trouvé quand même assez peu de cas, et puis très souvent, c'est des cancers hématologiques, des lymphomes, qui ne sont pas forcément aussi toujours des maladies forcément très, très menaçantes. Et puis pour faire dans l'actualité, donc là, il y a un test qui vient d'être commercialisé aux États-Unis, la FDA l'a prouvé, parce qu'il y a le problème du dépistage du cancer du côlon. Alors, on connaît maintenant notre dépistage dans les selles qu'on a incité à faire après 50 ans. Sinon, il faut aller faire quand même une coloscopie, ce qui n'est pas forcément quelque chose le plus agréable, effectivement, à réaliser. Et donc, on se dit, si on avait une prise de sang magique, ça serait super pour faire le dépistage. Alors, ils l'ont fait, donc il y a un papier là, qui est sorti cette année dans le New England pour faire ça, montrer avec une prise de sang, on peut vous dépister votre cancer du côlon. Sauf que pour les cancers les plus précoces ou surtout les lésions précancéreuses, là par contre c'est très mauvais puisqu'on va dépister que 13% des cas. Et puis même si c'est très bien, effectivement il y a quand même dans 17% des cas, alors qu'il y a un cancer en place, on ne l'a pas trouvé avec l'ADN circulant. Donc ce n'est pas encore la panacée pour le trouver, même si la FDA a approuvé, mais c'est faisable. Et donc, mon propos était de dire, il y a des technologies, c'était pour vos sensibilités sur le type de techniques, mais pour dire qu'on en est encore à lancer justement des programmes nationaux de dépistage avec la biopsie liquide. Non, et les programmes de biopsie liquide qui sont présents, effectivement, c'est plutôt sur ça c'est pour l'un. Et donc c'était plus pour rendre hommage à ce prix Nobel là, sur les micro-ARN donc, qui vient de sortir, et de montrer que effectivement les micro-ARN qui vont servir à la régulation de tout un tas d'autres gènes, on va pouvoir effectivement les trouver éventuellement dans le sang, dans des petites vésicules qui s'appellent les exosomes, et permettent de faire un dépistage. Alors c'est actuellement tout un champ de recherche. Je vous fais juste la liste pour vous montrer qu'il y en a plein de différents pour aller rechercher dans le cancer du poumon, du pancréas, de voir si on peut détecter ce type de cancer avec cette prise de sang. Mais je conclurai dès maintenant. Oui, il y a des progrès techniques majeurs. Ça avance, mais même si le projet, ce qu'on a appelé le projet Grail, donc la recherche du Graal, qui était une alliance d'une énorme boîte américaine qui fait du séquençage de l'ADN et justement de Google, très intéressé par ce genre de choses avec des programmes d'intelligence artificielle, donc s'allier pour pouvoir faire ce genre de choses, eh bien, pour le moment, on ne peut pas prétendre avoir la solution du dépistage avec une prise de sang, même si la biopsie liquide, dans le quotidien maintenant en cancérologie, dans la prise en charge des patients, est une réalité, mais c'est déjà pour des diagnostics établis pour pouvoir caractériser la maladie et éventuellement voir comment elle évolue et pouvoir adapter le traitement. Et donc là, effectivement, ça c'est une réalité au quotidien maintenant de l'utilisation de cette biopsie liquide.
Et vous avez raison de conclure là-dessus, parce que la conférence de presse, effectivement, de la semaine dernière, c'était sur la réalité aujourd'hui de la biopsie liquide, dans le monitoring et dans le choix de la stratégie, le suivi de la stratégie des cancers déjà en place. Par contre, le professeur Baresi, lui, nous disait que 2030-2035, les choses évoluent très vite, on pourrait, alors je ne sais pas s'il a raison, mais on pourrait envisager la biopsie liquide comme du dépistage courant. C'est justement, c'est là-dessus que les gens travaillent, avancent. Mais mon propos était de te dire, voilà, technologiquement, il y a des superbes outils, ça avance effectivement, et d'une année sur l'autre, déjà, il y a des choses qui ont progressé, mais là où je voulais mettre en garde, c'est le dépistage du cancer de la prostate avec le PSA, ça fait très longtemps que ça existe, et on n'a pas encore résolu le problème de savoir s'il faut vraiment se lancer dans des programmes nationaux. Alors, ça varie en fonction de certaines opinions, etc., et de discussions, voire maintenant, on résout le problème en disant c'est à discuter au cas par cas. Mais même s'il y a ces outils, au jour d'aujourd'hui, de dire j'ai pas encore ma prise de sang pour qu'on me dépiste mon cancer du côlon, même s'il y a des tests qui sont commercialisés, mon message était aussi d'être plutôt critique et circonspect par rapport à ça. Et vous avez raison, parce qu'il ne faut pas donner de fausses informations et faire rêver les gens. Je vous remercie beaucoup, on vous applaudit très très fort.